Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler cinéma avec nos invités. On va commencer par la demoiselle. Bonsoir à Nakila Goulamali. Bonsoir à l'autre jeune de ce plateau, Brian Caron. Et bonsoir à celui qui les coordonne, C'est ça, bonsoir. Clément Carlier. On va d'abord définir le projet. Mhm. C'est quoi? Alors le projet, c'est cinéma et citoyenneté. Donc en fait, ce sont des volontaires en service civique au sein de l'association Unicité. Et nous avons 12 volontaires sur toute l'île en équipe de deux. Ils vont animer des séances de ciné-débat dans des établissements scolaires principalement. Et le but, c'est d'essayer de parler de sujets de la société, de sujets citoyens par rapport à des films, beaucoup de courts-métrages. On diffuse aussi beaucoup de courts-métrages pays de La Réunion qui abordent des sujets sur le harcèlement, sur les LGBT, sur l'écologie. Et le but, c'est de sensibiliser un petit peu cette jeune génération et qu'ils puissent échanger de pair à pair, c'est-à-dire entre jeunes et jeunes, ne pas mettre d'adultes au milieu de ces débats pour qu'il puisse y avoir un échange plus ouvert. D'accord. Voilà. Nakila Goulamali, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour devenir volontaire service civique dans ce projet? Moi, c'était principalement pour être dans l'animation plus que le cinéma de base. Et ensuite, pouvoir connaître un milieu que je connaissais que très vaguement. Et du coup, j'ai pu découvrir cet univers qui est le monde du cinéma, surtout le cinéma de La Réunion que je connaissais que très peu en fait. D'accord. Brian Caron, la motivation est la même ou bien il y a eu d'autres motivations? De mon côté, c'est un peu différent. À la base, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Et on m'avait parlé de ce service civique-là qui justement consistait à promouvoir en fait l'image, le cinéma dans les écoles. Et le fait de pouvoir en parler, c'est quelque chose qui pour moi me correspondait. Puis au fil de ça est venue une sorte de fascination pour le fait de, de sensibiliser sur les causes justes, l'écologie, les rapports hommes-femmes et les LGBT. Et voilà. Ma question à vous deux, c'est quel est votre rapport avec le cinéma, personnellement? Vous aimez le cinéma? Avant le service civique, je commençais à être un peu dans une phase où j'aimais de moins en moins le cinéma. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de potentiel quand même. Pas, comment dire ça? Avant, j'avais une vision du cinéma qui a changé après le service civique, etc. Comme j'ai dit, surtout par rapport au cinéma réunionnais en fait. Vous allez au cinéma? Beaucoup plus qu'avant, oui. Beaucoup plus qu'avant. Quel genre de film vous aimez? En général, je préfère les films un peu fantasy, action. D'accord. Un film qui vous a marqué? Récemment, il faisait partie d'un des films de notre catalogue. Ça s'appelle Divine. Ah, votre film préféré, c'est quoi? Moi, c'est Asbestas, un film espagnol qui raconte en fait ces deux couples. C'est un couple français qui va vivre en Espagne pour faire de l'agriculture. D'accord. Qu'est- Qu'est-ce qui fait que vous avez fini par aimer le cinéma, Le cinéma de manière générale. de manière générale? Ouais. En fait, je suis un peu né dedans parce que mon frère et mon père me mettaient devant souvent des films et tout, et du coup, ça nourrit mon imagination. Mhm. Et petit à petit, j'ai commencé à plus m'informer Voilà. sur Vous les êtes de films. la même génération. Quand vous allez dans les structures scolaires, dans les écoles, c'est les collèges ou les lycées? Plutôt les lycées. Dans ces lycées, quand vous voyez les jeunes, de quoi vous parlez finalement? De quoi ces jeunes du lycée vous parlent à vous? Du coup, ça dépend vraiment de la thématique choisie en fonction du film ou du court-métrage. Du coup, il y a des thèmes qui sont plus faciles à aborder que d'autres, où ils ont la parole plus facile, et d'autres un peu moins. Et en fait, notre but, c'est vraiment de pouvoir les, comment, leur apprendre des choses et aussi qu'ils se sentent libres de poser des questions
et aussi d'échanger avec nous et aussi entre eux sur ces sujets-là, justement. Entre ces lycéens et vous, il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge. Ils arrivent à vous surprendre avec leur façon de dire les choses, ou ce qu'ils aiment ou n'aiment pas? Par certains instants, ils arrivent à avoir des éléments dans le court-métrage qu'on n'a pas forcément vus. Du coup, ça nourrit le débat. Mais leur façon de voir les gens, choses, ça vous surprend ou pas parfois? Parfois, non. Je pense qu'on arrive à comprendre pourquoi ils ont telle ou telle position-là. Et on essaie de voir si d'autres élèves partagent la même chose ou non. Et du coup, ça anime l'échange. Et est-ce que vous travaillez aussi sur la nécessité qu'ils expriment aussi ce qu'ils ont en eux? Est-ce que vous arrivez à voir que à travers le cinéma, ils ont ce besoin-là de dire les choses? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est-à-dire que parfois, quand on parle cinéma, c'est surtout pour pouvoir exprimer ce qui est en nous. Est-ce qu'ils le font à travers ces ateliers que vous avez? Ils n'osent pas toujours. Il y en a qui sont parfois plus timides que d'autres. Mais l'idée en lançant ces ciné-clubs-là, ces ciné-débats, c'est justement qu'on puisse libérer la parole. C'est pas toujours très aisé, mais... Oui, il y a surtout une évolution aussi, que ce soit par rapport à nous-mêmes, mais aussi certains élèves. Je me souviens de certains élèves qu'on a eus qui au début ne parlaient pas beaucoup et qui, à la fin de l'année, c'est eux qui étaient le plus réguliers et qui se livraient beaucoup plus facilement à nous au fur et à mesure. Je pense qu'il y a aussi l'aspect de confiance aussi, que le fait justement on n'a pas trop de différence d'âge, ce qui fait qu'ils arrivent peut-être à nous faire confiance et aussi s'identifier un peu à nous aussi, quoi. Ça vous surprend de voir des jeunes de votre génération, de votre âge, avoir des postures assez différentes de vous parfois? Ou c'est normal? Moi, je m'attendais pas vraiment à ça avant de commencer. J'avais un peu d'appréhension et je mettais beaucoup une distance, on va dire, avec les élèves au tout début. Et en fait, je me suis rendu compte que ils ont une vision des choses qui est très intéressante et peut-être qui m'ont fait comprendre à moi-même des choses. Je pense qu'on a vraiment ce côté beaucoup d'échanges en fait. Je pense qu'on leur a apporté beaucoup et eux-mêmes nous ont beaucoup apporté. Qu'est-ce que ces jeunes vous ont apporté depuis que vous faites cette action? J'ai eu une autre vision d'une génération qui peut-être j'arrivais plus à faire forcément lien, j'arrivais plus à forcément voir le rapport aux choses et en fait leur montrer des courts-métrages, ça a permis de avoir des différents points de vue, différents propos. D'accord. Comment Carlier, là, quand on voit, c'est un petit peu, quand on les écoute, c'est ce que la démarche attend de ces jeunes, de ces volontaires du service civique, c'est de pouvoir un petit peu, d'une part, grandir pour eux, mais libérer la parole un petit peu pour les lycéens. Complètement, en fait, ce programme a pour but justement de toucher et de sensibiliser la jeune génération à plein de différents sujets importants pour la société. Donc ça sensibilise, ça élève des consciences, ça pose des questions, ça permet à certains jeunes de prendre conscience aussi des fois que leur comportement a été inadapté ou est encore inadapté, et donc ils le comprennent et ils essayent de s'améliorer par la suite, donc c'est entièrement bénéfique. Et après, pour les volontaires en service civique, le service civique est là pour leur apprendre à grandir, à prendre en autonomie, à savoir animer, et aussi, j'ai envie de dire, à apprendre beaucoup de choses au niveau de la société et des autres. Voilà, l'apprentissage de savoir vivre avec les autres, je pense, est très important au niveau du service civique. On a des promotions qui sont mixtes, qui sont diversifiées. Une question à vous trois. La démarche de cette action, globalement, dans la société, j'allais dire, je ne vais pas vous coller une étiquette d'un élément de l'éducation nationale, mais vous contribuez aussi à l'évolution, à la construction. Ça vous confère quelle responsabilité à votre avis?
Bah, je pense que c'est le programme en lui-même qui tend et emmène vers ça. C'est super intéressant de pouvoir et valorisant en fait de se dire que les jeunes avec qui moi par exemple je travaille et j'accompagne pendant 8 mois de l'année vont eux grandir et en plus faire grandir d'autres jeunes. Donc le positionnement au niveau des établissements scolaires, parce que c'est principalement ce qu'on fait, les retours sont toujours positifs et on pourra jamais toucher tout le monde, Oui. mais à partir du moment où on arrive à en toucher quelques-uns, c'est le plus important. À vous deux, vous qui étiez dans la posture des élèves il y a encore quelques années, aujourd'hui vous êtes dans la posture de ceux qui encadrent, ceux qui accompagnent. Euh, Vous pensez que c'est une bonne chose? Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour accompagner les jeunes dans leur évolution? Enfin, vous aussi d'ailleurs. Mais vous, puisque c'est vous qui encadrez, comment les accompagner? Comment marcher avec eux? Qu'est-ce qui vous a surpris dans leur posture? Est-ce que ce besoin-là, vous l'aviez avant? Ce que vous avez pu voir? Le besoin De vous exprimer, de dire les choses, de pouvoir parler à quelqu'un? Bah, avant, c'est vrai que je le faisais beaucoup, beaucoup moins. Mmh. Et bah, déjà au niveau professionnel, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Mais aussi au niveau personnel, je me rends compte que j'arrive beaucoup plus à dire les choses et à moins me laisser envahir tout de suite, en tout cas par tous les sentiments, que ce soit positifs ou négatifs. Et je pense que c'est ça le plus gros, vraiment, point fort du service civique. Brian, c'est cette posture aujourd'hui d'être un petit peu entre deux mondes, les jeunes dans laquelle vous étiez avant, enfin dans lequel vous étiez avant, et aujourd'hui vous êtes là. C'est vous qui leur dites, ben, dites-nous ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui pas transcende, mais qui aide à agrandir. Je pense que cette idée d'écoute est assez importante, surtout quand on est jeune, parce que c'est un moment de notre vie où aussi on découvre plusieurs choses et plusieurs sensibilités et émotions. Le fait qu'on puisse nous mettre ce cadre où ils peuvent échanger au travers en passant par les courts-métrages, je trouve que c'est important. Et là, c'est aux professionnels que je vais parler, à vous trois d'ailleurs, c'est la force, la puissance des images, la puissance du son, des paroles, de l'image. Et sur une génération qui est encore, j'allais dire, qui absorbe un maximum de choses. Vous vous êtes rendu compte que parfois, bah, ils essayent vraiment ils passent leur temps à absorber et qu'ils n'essaient pas toujours de comprendre. Peut-être que c'est ça qui est un petit peu votre rôle, c'est de leur expliquer. C'est aussi ça, votre rôle? Ça nous permet aussi enfin, ça les permet qu'ils puissent mettre des mots en fait sur ce qu'ils voient, parce que quoi qu'il arrive, ils sont quand même entourés d'écrans perpétuellement, sans forcément prendre le temps. Et là, on met un cadre pour qu'ils puissent justement en parler. C'est pareil Oui, Ouais. je suis d'accord. Alors, la question qui va suivre, et elle va pas être gentille, les écrans, justement, parce que cette génération-là, elle n'est pas connectée, elle est addicte. Pour moi, c'est surtout ça, c'est d'être... Je regarde, quand je vois les gens qui sont... J'étais hier dans un café, 3 jeunes assis à une table, et tout le monde avec les 3 avec chacun son écran. C'est... La question, c'est est-ce que aujourd'hui un jeune travaille sur la nécessité d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'il voit, à réfléchir à ce qu'il entend. Est-ce qu'au contraire, on a besoin de lui dire que prends le temps de comprendre, prends le temps d'apprendre, de comprendre. Ce rôle-là est important aujourd'hui pour vous? Oui, complètement. Bah, dans nos séances, parfois, on avait quelques élèves qui étaient un peu sur leur téléphone, etc. Et c'était vraiment au début, c'était un peu compliqué de leur dire vraiment de le ranger, de ne pas l'utiliser, etc. Mais au fur et à mesure, on voyait bien qu'ils étaient beaucoup moins dessus. Et avant, ils nous écoutaient, mais ils étaient concentrés sur autre chose en même temps. Je pense qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui veulent réfléchir à beaucoup de choses
en même temps et de manière très pertinente sur la fin au final. Et au fur et à mesure, je voyais que quand on leur racontait, on leur parlait de choses, que leur réponse était beaucoup plus construite qu'au début. D'accord. C'est même posture. Oui. Quand vous avez commencé, la communication a passé ou le smartphone était une barrière? On mettait parfois, avant de commencer le court-métrage, on mettait les cadres de dire ranger le smartphone, parce que l'idée c'est qu'on soit ensemble dedans, dans quelque chose. Malgré ça, il y avait des moments où il y en avait un ou deux qui sortaient le téléphone. La question, le gouvernement prépare aujourd'hui un projet. Bon, je ne sais pas ce qui va devenir parce que le gouvernement aujourd'hui ne fait plus rien et à cause des élections. Les élections législatives anticipées à venir pour le 30 juin et le 7 juillet. La question, c'est le rapport de l'individu avec l'écran pose un problème aujourd'hui. Le gouvernement essaye de prendre une décision, de faire un projet pour que les enfants ne soient plus autant sur les smartphones. C'est une bêtise parce qu'on a ouvert la vanne, on a dit que advienne que pourra, et aujourd'hui on dit qu'il faut fermer la vanne. Quelle est la position de Mme Darrier ? C'est toujours un marché de consommation, j'ai envie de dire. On nous a mis ça dans les mains, on nous l'a vendu, maintenant il faut l'utiliser et on se rend compte, comme d'habitude, que ça peut être néfaste sur certains points. Les écrans, pour revenir dessus, au niveau général, je pense que c'est principalement un problème d'éducation. C'est à nous, adultes ou parents ou autres, de faire attention aussi des temps d'écran que peuvent avoir des enfants et prennent des mauvaises habitudes dessus. C'est à nous de leur expliquer comment on doit l'utiliser. Donc, pour moi, ça vient quand même énormément de l'éducation, de pouvoir gérer ça. Mais on vit dans une société où il y a des écrans partout, face à nous, autour de nous, de la publicité, il y a des écrans constamment. Donc, c'est vrai que ça attire le regard, forcément, de toute génération. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, hein, c'est toute génération se retrouve bloquée dessus. Mais je pense que ça viendra avec de la sensibilisation, de l'éducation. Ouais. À vous trois, la question, il nous reste 4 minutes, à vous trois. Ma question, c'est comment faire aujourd'hui, justement, pour que les jeunes soient sur leur smartphone, mais de manière réfléchie, plus raisonnée, plus modérée. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour qu'ils fassent évoluer leur schéma de comportement, leur schéma de fonctionnement et de comportement? Je pense qu'il faudrait carrément faire des campagnes de sensibilisation peut-être dans les écoles, etc. Pour dire quel est l'impact qu'a le smartphone régulier sur le cerveau. Parce que ça a des impacts sur, me semble-t-il, le cortex préfrontal. À force de scroller, c'est pas sain pour le cerveau. Quoi. Et pour les yeux aussi, je pense que ça... Pour le sommeil. Pour le sommeil, oui. Oui. Et comment, à votre niveau, vous pouvez, de manière, j'allais dire, imperceptible, pouvez intervenir, glisser un petit mot, dire que... Voilà. Aujourd'hui, la pierre est posée, ça aura un impact peut-être dans 2 ou 3 ans, mais ça aura un impact. Je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait, déjà nous, au sein d'Unicité et du service civique, parce que nous, notre cheval de bataille, c'est pas la lutte contre l'écran, mais c'est la bonne utilisation, j'ai envie de dire, plutôt de l'écran. Donc, continuer à sensibiliser et surtout continuer à comprendre que quand on regarde quelque chose, il faut y réfléchir, faut l'analyser, faut être concentré et attentif parce qu'il y a plein de choses qui en ressortent. Parce que je regarde, j'ai une fille, hein, je ne vais pas faire croire que mes enfants sont mieux. Le temps qu'elle passe sur son smartphone, des fois je me dis, est-ce qu'elle a le temps de comprendre? C'est sûr que non. Mais c'est vrai que c'est combien de temps vous passez sur vos smartphones? Moi, quand j'ai regardé, je passe environ un peu plus de 3 heures. Par jour? Oui. D'accord. Ça dépend de comment je l'utilise, mais il y a des moments, des petites périodes où je peux passer beaucoup de temps sur Instagram. Et Instagram et YouTube et Facebook peuvent être très addictifs par instant. D'accord. Clément Carrier passe du temps sur son smartphone? Bien sûr, j'en ai même 2, hein, parce que j'ai un professionnel et un privé, donc oui, je passe beaucoup de temps sur mon smartphone, mais principalement en professionnel, et après, privé aussi, hein, forcément,
on a les infos maintenant dessus, on a tout, et puis on prend des mauvaises habitudes, hein. Ouais. C'est clair. Moi, juste pour vous dire ça, c'est pas d'utiliser le smartphone ou de passer du temps. C'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert pour les jeunes à grandir, d'être sur un bon chemin, d'apprendre des bonnes choses? Quand on voit quelqu'un qui regarde des vidéos à longueur de journée, je suis pas sûr qu'il y ait une logique, qu'il y ait une conduite, qu'il y a une... Je pense que ça dépend comment on l'utilise. Des fois, il y a des applications très intéressantes de yoga ou de méditation qui permettent justement de prendre Oui. le temps. Mais si on l'utilise que pour regarder des vidéos, TikTok, etc., c'est peut-être pas forcément sain de l'utiliser comme ça. Quel conseil vous donneriez comme ça, puisqu'on est là? Qu'est-ce qu'il faudrait dire à tout le monde d'ailleurs, pas seulement aux jeunes, à tous ceux, parce que des gens qui regardent, qui passent du temps sur le smartphone, c'est pas seulement les jeunes, c'est de tout âge. Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux gens? Comment bien utiliser leur smartphone? Je dirais quand on l'utilise, de prendre le temps aussi, de se concentrer sur des choses plus simples comme la lecture, le dessin, le cinéma, justement aussi. Des trucs plus élémentaires, je dirais. D'accord. Je suis d'accord, ouais. Utiliser l'écran à bon escient, au maximum. Ouais, il n'y a pas D'accord. vraiment de solution miracle, je pense. Ouais. Alors on viendra donc encore ici, vous le répétez, que il faut réfléchir à l'utilisation et que ce soit une bonne utilisation, parce que d'une façon ou d'une autre, on ne pourra pas changer un individu sur un message, ça demande du temps. En tout cas, merci à Nakila Goulamali, merci à Brian Caron, merci à Clément Carlier pour cet échange. En tout cas, sur le cinéma et sur les smartphones, on aura l'occasion de les revoir, j'espère, sur ce plateau pour voir un petit peu l'évolution, voir les résultats et à rigueur voir si un jeune lycéen veut venir témoigner un petit peu de ce qui s'est passé. On aura l'occasion de le faire. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.